Bonsoir tout le monde. On est super content que vous soyez là, hyper nombreux, pour passer une chouette soirée autour du thème du fait que c'est possible, qu'on va avoir donc le plaisir d'animer. On est un peu comme, je sais pas, Nico, c'est je sais pas qui parce que j'ai pas la télé, mais avec Lionel Astruc, qui est un journaliste et auteur de plusieurs livres chez Actes Sud et qui a notamment sorti récemment un livre d'entretien avec Rob Hopkins et avec Vandana Shiva que vous allez avoir le plaisir de voir ce soir. Et moi je m'appelle Cyril Dion et je dirige la collection Domaine du Possible chez Actes Sud. Je viens de faire un film qui s'appelle Demain, j'ai cofondé un mouvement qui s'appelle Colibri et un magazine qui s'appelle Kaizen que vous pouvez voir dehors. Donc je vais appeler les intervenants de ce soir. Et je vais appeler en premier Vandana Shiva, qui n'est pas là. Donc Vandana qui va arriver, que vous devez connaître, qui est une des... Voilà. Qui a une formation de physicienne, qui est une des fondatrices de Nafdania et une des peut-être des altermondialistes et des résistantes les plus connues dans le monde, notamment pour sa lutte contre la biopiraterie et pour la préservation de la capacité de reproduire les semences. Je vais appeler Paul Watson. Hi Paul, you can sit over there. Paul qui est le fondateur de Sea Shepherd, qui est un pirate, un héros de la mer qui tâche de préserver le monde animal et particulièrement celui des océans. Je vais appeler Rob Hopkins. Rob qui est le fondateur du mouvement des villes en transition, enfin l'un des fondateurs, qui nous vient de Totnes en Angleterre. Je vais appeler Lamia, qui est la présidente de Sea Shepherd France. Je vais appeler Emmanuel Druon, qui est le fondateur et le président de Poche Eco. Tu peux t'asseoir là. Qui est une entreprise d'économie circulaire dans le Nord que vous allez découvrir, qui est formidable. Et avant qu'on commence cette conversation avec nos différents invités, ce que j'adorerais, c'est que vous nous disiez un petit peu, je vais descendre dans le public avec vous, ce que vous attendez de cette soirée. Avec quoi vous aimeriez repartir. Donc le thème de la soirée, c'est possible. Donc c'est possible de construire une autre société, c'est possible de changer le monde. Sans doute, peut-être, vous connaissez un certain nombre des gens qui sont dans cette salle. Qu'est-ce que vous adoreriez savoir? Avec quoi vous adoreriez rentrer chez vous tout à l'heure? Et qu'est-ce que vous voudriez surtout pas avoir manqué alors que tous ces gens formidables sont réunis sur cette scène? Qui est-ce qui voudrait nous dire un petit mot? Donc, j'ai un deuxième micro. Et puis ça y est, maintenant vous n'avez plus envie de rien dire. C'est comme ça. Quelqu'un? Est-ce que quelqu'un a une chose avec laquelle il adorerait pouvoir repartir ou quelque chose qu'il voudrait vraiment savoir? Vous voudriez repartir avec des graines, mais ça oui. Je ne sais pas si Vandana a des graines pour chacun d'entre vous. Oui? Allez-y. Bonsoir à tous. J'aimerais repartir avec quelques éléments de recettes pour garder l'état d'esprit positif. Pour garder tous les jours, parce que quand on a des projets, on a beaucoup de difficultés, il y a des challenges, etc. C'est jamais linéaire, c'est jamais smooth. Et comment on fait pour 20 fois sur le métier remettre son ouvrage et toujours garder à l'esprit que c'est possible au quotidien? Comment rester positif alors que c'est quand même très difficile d'avoir envie de changer le monde et qu'il y a plein de jours où on est très déprimé. Alors, il y a quelqu'un là-haut. Voilà, vous êtes super loin. Il faudrait que quelqu'un fasse une sorte de danse sur scène pendant ce temps-là pour essayer de meubler. Voilà, allez-y. Oui, donc ma question porte en fait sur le lien entre le politique et le citoyen. On sait qu'il y a beaucoup d'initiatives qui se mènent, il y a plein de gens qui font des choses formidables un peu partout dans le monde,
mais comment c'est repris à un niveau politique pour que ça soit mis à l'échelle et que ça fasse plus d'émule. Voilà, merci. Ok, alors comment on fait le lien entre changer soi, les actions citoyennes et le politique? Quelqu'un d'autre? Ouais. Une bonne dose d'inspiration avec une petite recette, quelques outils concrets que l'on peut mettre en place, que ce soit en tant que citoyen ou en tant qu'entrepreneur social. Voilà. Une petite boîte à outils concrète pour repartir. D'accord? Ah, vous êtes tous de l'autre côté, quoi. C'est-à-dire que vous avez attendu que je sois de ce côté-là de la salle pour lever la main, je comprends. C'est beaucoup plus simple. Où ça? Ah, formidable, je vous aime. Moi aussi, je vous aime. Merci. Je voulais savoir le lien entre les politiques et nous, les citoyens, aussi le lien entre générations. Comment j'explique à mon père que c'est encore possible? Pardon, c'est pas de l'émotion. Voilà. C'est de la digestion, vous voulez. Voilà. Voilà. Comment je lui dis que je suis revenu et que papa, c'est possible, quoi. Super. Et puis ça peut marcher dans l'autre sens, d'ailleurs. Comment dire à nos enfants aussi que c'est possible? Oui, j'ai vu quelqu'un là aussi, c'est pour ça. Mais je reviendrai. Moi, je reviens sur le lien entre politique et citoyen. Moi, j'aimerais repartir d'ici en ayant l'impression que tous ici, on n'ira pas seulement voter demain, mais on se posera plus profondément la question de qu'est-ce qu'on peut faire après-demain et les jours d'après, chacun et ensemble, pour nous prendre les choses en main et pas attendre des politiques qu'eux fassent la suite. Comment réinventer la politique d'une certaine façon sans avoir juste besoin d'attendre les élections? Bonsoir, je vais parler anglais parce que les Français aussi savent parler anglais. Mais ils ont des casques okay. pour avoir la traduction simultanée. C'est quoi Demain matin, on se réveille, on fait quoi? Le plus clair, efficace. Génial. J'aime bien ça. Qu'est-ce qu'on fait demain matin en se réveillant? Alors, on va en prendre encore peut-être 3 de l'autre côté, et puis après on va démarrer. Et il y aura un autre moment où je reviendrai. Remonte, ouais. Oui, bonsoir. Alors, moi, j'ai un petit jardin sans grande prétention et je voudrais savoir comment éduquer ma fille et comment lui apprendre des belles valeurs d'écologie et de biodiversité. D'accord. Alors, on est toujours dans les trucs de génération. Ouais. Alors, vas-y. En fait, moi, je voulais repartir juste avec un grand sourire de chacun d'entre eux parce que pour nous, c'est nos héros. Ah, chouette. Moi, je voudrais savoir comment faire pour concilier vivre en ville et avoir une vie qui soit écologique et voilà, qui soit sustainable. Génial. Allez, dernière. Est-ce qu'il y a des politiques dans la salle? Il y a des politiques dans la salle? Mais pour savoir si on commence à vous en mettre plein la figure ou pas. Non, bon, ça va. Non, mais c'est dommage, parce qu'il faut qu'il y ait des élus. S'il y en a des élus? Ah ben voilà, il y en a 2. Il y en a d'autres? Des élus locaux ou régionaux Bon. Parce qu'on a besoin d'eux. Mais alors peut-être que vous allez devenir des élus plus tard. Quand vous aurez compris que ça passe aussi par là pour changer le monde, peut-être. Bon, donc ça veut dire qu'on a plein de questions. Et on voit que c'est des questions très diverses sur cette idée de comment on peut faire pour changer, comment on peut commencer, comment on peut lier à la fois notre action individuelle et l'action politique, comment on peut faire pour embringuer les autres générations avec nous. Donc on va démarrer avec Paul, puis avec Lamia. On va commencer par regarder une petite vidéo de 2 minutes. C'est ce qu'on va faire pour chaque intervenant, pour vous donner un peu plus de saveur sur ce qu'ils font. Et ensuite, on va écouter Paul sur ce thème de c'est possible et sur les choses que vous avez pu exprimer. The most important issue on this planet right now is to protect and conserve biodiversity in the world's oceans. And I don't think people realize just how intimate
our connection is with the oceans themselves. Not only do they provide the very foundation of life and control our weather, but life just simply could not exist without a healthy ocean. The real problem, though, is apathy. It's all out of sight, it's all out of mind, and people don't even think about it. But it doesn't matter whether you live in Peoria or on the coast. The fact is, whatever happens in the ocean affects all life forms on the planet Earth. If the oceans die, then civilization collapses. We all die. We cannot live on this planet without the oceans. This is, in fact, not the planet Earth. It's the planet ocean, but because we're a land-dwelling species, we refer to it as Earth. But it is the planet ocean, and the oceans are the heart and the foundation of all life on the planet. Alors Paul, bonsoir. Quand on voit cet extrait et puis quand on voit votre action, on voit ce que vous faites, mais je pense que peut-être beaucoup d'entre nous ici qui visiblement, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, se posent des questions sur ce qu'ils peuvent faire dans leur quotidien de manière concrète, se posent aussi la question par rapport aux poissons, la protection des océans. Demain matin, comme disait quelqu'un dans le public, qu'est-ce qu'on peut faire de concret pour aider à la protection des océans? Well, the first thing we can do to help conserve the ocean is not eat fish. There's simply not enough fish in the world's ocean to continue to support 7.5 billion people. That's increasing by 1 billion every decade. 40% of all of the fish that's taken out of our ocean is also fed to chickens and to pigs and to house cats and to domestic salmon. We're literally eating the oceans alive. And that with all of the other factors which are polluting the ocean through plastic, through sonar pollution or noise pollution, chemical, radiation, we're literally destroying the life support system for all of us. And that's a very, very difficult message to get across because it's a radical situation that requires a radical solution. For hundreds and hundreds of years, the Polynesians were able to protect their fish by instituting something called taboo, that a shaman would say, no fishing for 20 years. They're very severe penalties if anybody was caught fishing, because they realized that the fish were the foundation of their culture, their survival. We have no taboo areas in the world today. Everything is under assault. We have removed 90% of the fishes from the sea. And the one thing that I think is the most important thing to realize is that since 1950, we've lost 40% of our phytoplankton population in the ocean, and that provides over 50% of the oxygen that we breathe. And why have we lost that phytoplankton population? Because we have destroyed 90% of the fishes, but we also destroyed 90% of the whales. The whales are the farmers of the ocean. Whales provide the nutrients through their feces and what's called a whale pump, bringing up the nutrients from the below, putting them on the surface, iron, nitrogen, feeding the phytoplankton, which feeds the zooplankton. Because for millions of years, the oceans were that life support system working perfectly to give us the planet that we have right now. But only in the last few hundred years, a species that didn't belong there, us, went in and began to create incredible ecological chaos and destruction. We have to shut down all industrialized fishing operations. We have to stop the subsidies to these industrialized fishing operations. We have to convert to a plant-based diet if we're going to survive. And if we don't, there won't be any future. Coral reefs will be gone by 2025. The fish will be gone by 2048. It's very difficult for people to imagine that, but the ecological laws are very, very strict. And I just add one thing. To be an activist, you have to say things that people don't like. You have to do things that people don't want to be seen done. And if you're out to win popularity contests, it's not the role to be in, because people, a lot of people, do not like anybody who's going to upset
the status quo. And that's what we have to do if we're going to change anything and find solutions. Lamia, est-ce que tu as envie de... Est-ce que tu as envie de dire quelque chose que les gens n'ont pas envie d'entendre Non, mais peut-être pour continuer et essayer de revenir vraiment sur le thème de cette soirée, c'est possible, et encore une fois, d'avoir vraiment de repartir avec des solutions concrètes, c'est ce qui ressort un peu des réactions du public. Oui, c'est vrai qu'il y avait des questions très intéressantes, et je pense que ça fera une discussion intéressante pour tout à l'heure. Une réponse très rapide, notamment à celle du monsieur qui demandait ce qu'il pouvait faire à partir de demain matin. Paul a amorcé la réponse. Hein. C'est vrai que choisir ce qu'on met dans son assiette et surtout choisir ce qu'on n'y met pas, c'est à la fois simple et compliqué. Ça semble impossible aujourd'hui pour certains d'être végétariens, et pourtant ça l'est. C'est vraiment possible. Moi, quand j'ai rejoint Sea Shepherd il y a 10 ans, je mangeais de la viande et du poisson. Et je me souviens que pour ma première campagne en Antarctique, ce qui m'effrayait le plus, c'était pas de passer 3 mois en mer sur un bateau au bout du monde, affronter une flotte baleinière, c'était d'être végétalienne pendant 3 mois. Je pensais vraiment que ça allait être hyper triste et morose et compliqué, et en fait, j'ai jamais aussi bien mangé de ma vie. Et surtout quand j'ai fait après l'analyse autour de ça et la cohérence qu'il y avait là-dedans, ça m'a d'autant plus motivée. Depuis toute petite, j'ai toujours aimé les animaux, aussi loin que je m'en souvienne. D'ailleurs, mon engagement écologique, il est parti à la base d'un amour et d'une empathie pour les animaux, parce que j'ai jamais compris qu'on fasse cette hiérarchie dans la souffrance. J'ai jamais compris pourquoi la souffrance d'un oiseau, elle était moins importante que celle d'un humain, à partir du moment où lui aussi prend soin de ses petits. On sait qu'il y a des oiseaux qui font semblant d'être blessés pour éloigner les prédateurs de leurs bébés, qui risquent leur vie pour leur progéniture ou pour les leurs. C'est notamment très très fort chez les mammifères marins qu'on s'évertue à défendre avec Sea Shepherd. Donc à partir du moment où il y a cet amour, ces liens, cette souffrance, cette joie, j'ai jamais compris pourquoi finalement c'était moins important que nous. Et donc de là est venue après une prise de conscience plus globale sur les questions de la déforestation qui forcément amenait à la mort atroce de nombreux animaux. Et puis après de l'océan, c'est pour le coup mon engagement pour l'océan, il est venu de ma rencontre avec Paul Watson. Donc j'aurais été engagée dans l'écologie de toute façon, puisque j'étais de toute façon partie sur un parcours, j'avais repris des études pour faire un master en sciences de l'environnement alors que j'étais allergique aux sciences, mais que j'étais vraiment très très motivée. Ça aurait pu être les forêts, ça aurait pu être autre chose, mais je pense que la vie elle est faite de rencontres. Après c'est les choix qu'on fait qui font qu'il y a certaines personnes qui croisent votre route, et c'est vrai que Paul est quelqu'un d'extrêmement inspirant, et il m'a montré par l'exemple que justement c'était possible. Donc je pense que c'est un thème qui est vraiment au cœur de Sea Shepherd et de l'action de Paul et du coup de la nôtre, parce que vraiment c'est la démonstration par l'exemple qu'il est possible de faire autre chose que simplement constater, protester, se lamenter, et être au cœur de l'action finalement, même si effectivement ça vous place en première ligne et que c'est compliqué, parce que du coup c'est difficile de se protéger, mais dans le même temps, c'est un incroyable moteur. Donc la récompense, elle vient d'elle-même. Disons que quand j'ai commencé, j'aurais jamais pensé qu'un jour, je pourrais être à ce point active dans ce qui me tient le plus à cœur. Et finalement, la vie fait que... je sais pas, il y a des choses qui se passent quand vous suivez votre voie qui font que les choses se goupillent comme il faut. Et ça, j'y crois vraiment avec le petit recul que j'ai. C'est possible de trouver sa place dès lors qu'on s'écoute et qu'on ne se focalise pas forcément sur le résultat. Si je m'étais focalisée sur le résultat, je pense que je ne l'aurais pas fait parce que j'aurais jamais cru que c'était possible. Mais c'est vraiment faire ce en quoi on croit, là où on se sent bien, être en accord avec ses convictions. Ça vous permet de réaliser l'impossible, vraiment. D'accord. Merci.
Donc devenir végétarien ou végétalien, bon, on en parlera peut-être un peu plus plus tard, faire ce qu'on a envie de faire et puis s'y tenir. Il y a un endroit où on apprend à manger de manière végétarienne, hein, en l'occurrence, et où on apprend que vraiment ça peut être très très gourmand. Je l'ai vécu en allant plusieurs fois au centre Navdanya chez Vandana Shiva en Inde, où au bout d'une semaine, on se rend compte qu'on n'a pas mangé de viande, mais que finalement, c'est vraiment régalé, qu'on n'a absolument pas vu la différence entre le végétarien et le non-végétarien. Voilà, donc je vous raconte ça pour introduire la vidéo qu'on va voir maintenant, et qui présente cette ferme qui s'appelle Navdanya, et qui est un peu le cœur du réseau de Navdanya en Inde. Navdanya, c'est l'ONG de Vandana Shiva qui pilote notamment un réseau de 120 banques de graines pour sauver les semences libres. Voilà, donc je vous propose de découvrir maintenant cette vidéo. Namaste, my name is Aditi and I work here at Navdanya's Bij Vidyapeeth, located at Navdanya's Biodiversity Conservation Farm here in Doon Valley. Bij Vidyapeeth is Navdanya's learning center and was established in 2001 by Dr. Vandana Shiva. We have teachers, students, people come from all over the world to learn from nature and to teach and learn from each other. Here we are conserving 1,500 varieties of seeds in our seed bank and growing them every year on our fields. The farm here is constantly changing and it's very, very dynamic. So we can learn from its biodiversity, learn from the farm's cycles and its natural processes. This gives us the opportunity to open it up for people who are interested in learning about organic agriculture, agroecology, and about community living. You can learn from nature through our organic practices. You can learn from farmers as teachers, because farmers have intrinsic knowledge that they've gathered and learned from their teachers, from their community. And finally, we can also learn through community, and community is teacher. So by joining us here, you join a community and we learn from each other and we teach each other. Because we don't just learn with our heads, we learn with our hearts and our hands. And so we invite you to come here and join us so you can learn with your head, heart and hands by working in the fields, by harvesting, by weeding, by chopping vegetables, by washing plates, by cleaning our campus. These are all the different things and activities that we do daily so we can learn by doing. So we invite you, those who are interested in learning from nature and being a part of this process, to come join us here at Navdanya's Bij Vidyapeeth. Vandana Shiva, comme on ne pourra pas tous aller demain à l'université des graines en Inde, on a besoin, puisque vous êtes là avec nous, que vous nous transmettiez ce message. Alors vous allez avoir un petit peu plus de temps que les autres, parce que vous devrez nous quitter en cours de débat. On essaie de profiter au maximum de votre présence ici à Paris pendant la COP21. Mais enfin, voilà, vous avez compris ce qui remontait et quelle était notre préoccupation. Si c'est possible, mais alors c'est possible comment est-ce qu'on peut s'y mettre, chacun dans notre vie quotidienne et puis ensemble. Et peut-être, Vandana, comme on est ici à Paris, dans un environnement très urbain, qu'on le voit là, qu'on est dans un environnement plutôt rural, par rapport à la question qu'on avait tout à l'heure, comment faire en sorte de réunifier à la fois la nécessité d'être en lien avec la nature, à la fois le fait de vivre dans une ville comme Paris ou comme une capitale en général, et comment est-ce qu'on peut vraiment aller dans le sens d'une société plus écologique, y compris dans des villes? Well, one, I want to thank both of you, Cyril and Lionel, for organizing this evening to La Villette,
for making the space available and for making the garden available, because we've just planted a garden of hope in the La Villette garden. And this garden shows that you can have urban gardens. Of course, the space is very generous, but in very tiny spaces, you can grow so much food. It is possible to imagine the city doesn't have to be only concrete pavements. It is possible to imagine they can be dug up. I have personally participated in 3 guerrilla actions over the last 2 or 3 years with the Environment Minister of Germany, with movements from across the world, because this is the year of soil, and we dig up pavements and start gardens. It is possible. And, you know, when I started to say that every place is a potential garden, it could be your terrace, it could be your rooftop, and the more we garden, the more we do ecological rejuvenation, and we create another possibility also for the kind of agriculture that we have. Of course, Navdanya Earth University is on a farm, but I can tell you, we are being eaten up all around by a new urbanization. And I imagine that in 10 years' time, we'll be an urban farm with the way the cementification is growing. Now, everyone eats. Everyone has to eat. And we've been given these 3 really crazy ideas. First, that because we all have to eat, and many people are in cities, the food must come from 10,000 miles away. Why? It is possible to imagine your food can come from nearby. We launched the Pact for the protection of the earth and each other. And it was started, the thinking for the Pact started when I was in Paris on the 9th for the AMAP, the community-supported agriculture movement, to initiate a process to make the greater Paris region an organic zone. Now, there are farmers all around Paris. They're struggling to survive. And meantime, people in Paris are eating junk and poison and falling sick. It is very possible that the way some CSAs have started, that more CSAs multiply. It is possible that you get up tomorrow morning and say, my plate is going to be the site of revolution. From my plate, I will support organic farmers who are protecting the earth. From my plate, I'm going to support all the pollinators that are going extinct with the spraying of pesticides. And from my plate, I'm going to make sure that the oceans which are dying because of chemical fertilizers don't die with Z zones, because I will be supporting organic. So in my plate, the ocean protection comes. And because industrial farming is 50% of the climate problem, with carbon dioxide, with nitrogen oxides from fertilizers, which we should start calling the exons of agriculture, because they're fossil fuel based. And they're growing faster than any other sector, because with fracking, they've got new supplies of natural gas. You know, with peak oil, Paul and I, Robert and I have done so many meetings on peak oil. Peak oil has come, but the way fracking is increasing the supply of fossil fuels, and therefore fertilizers, means more threat to oceans, more threat to the air. From our little plates, we create health. Our plates with consciousness are literally our doctors. There is more money being spent on bills for healthcare. Everyone is sick. Someone has diabetes, someone has obesity, someone has a heart problem, someone's got cancer, and it's all coming from the food system. We can solve that problem from the way we eat. But I want to address another issue that was raised twice when you went round, the issue of citizens and politics. And I think we should talk about citizen politics, not citizens and politics, assuming that politics is something we hand over
to those who we expect to represent us. And the further they are from us, the less they represent us, and the more they represent the corporations that are going to destroy our freedoms. So the challenge we have is to reclaim democracy. And reclaiming democracy means, first, we start to make the decisions that affect the planet and our lives. Especially for eating, either we can do it freely, or if they come in the way, we can say, sorry, we won't obey your bad laws that force toxics on us, GMOs on us, force us to kill the whales, force us to kill the oceans, force us to create climate change. And that is what Satyagraha, Gandhi's word for civil disobedience of the force of truth, is about. It is the creative withdrawal from destructive systems and a creative commitment to build the alternative. It's totally possible. We've built the organic movement. Monsanto had an agenda that by the year 2000, all seeds will be genetically engineered, all seeds will be patented, farmers will be buying seed every year, paying them royalties. It is possible to defend the seed. We've done it. It is possible to be GMO-free. France has done it. Most of Europe is GMO-free. It is possible to reclaim food democracy. The second level we reclaim democracy is by working with local governments to resist the takeover of power from the local to the distant. And the distant is now really becoming the global. There's very active citizens and city council movements. Mayors all have real solutions to climate change. It's the national governments that say, oh, this is not possible. So much more becomes possible the closer you get to the ground. And in Europe, there was a principle called subsidiarity that is being forgotten. Subsidiarity means you do whatever can be done closest to the ground, at the most local level, and you only delegate upwards that which is not doable locally. Well, it's very easy to have local food systems. And we will be the ones who will write the rules of local food democracy. It will not come from WTO. It will not come from TTIP. They will try their very best. Now, TTIP, which is the Transatlantic Trade and Investment Partnership, also called TAFTA, who's writing it? The corporations. What are part of its rule? So-called harmonization of standards. What is its power? That corporations will have the right to sue governments that protect their people. That basically means an end to democracy. That's why these kind of free trade treaties, which are totally unfree, have to be hugely resisted. I think it is possible for us to live joyfully and well with much less. We don't have to be part of predatory economies. We don't have to imagine we don't have to subscribe to the trick of the GDP. The GDP is a trick. You know? Say growth is an imperative. And all that growth measures is how much you can steal, how fast, from nature and society. It is a linear extractive economy. The circular economy, and you'll hear more about this from Emmanuel this evening, is an economy that constantly returns. It's based on the law of return, not on the law of theft and exploitation. And it gives back to nature. It gives back to society. It is possible to build those new economies and living economies because everyone here is doing it. Rob is doing it. You're doing it. We are doing it. So we need to shift three things. We have a democracy that is either dead or false, which doesn't represent people anymore. And instead of being of the people, by the people, for the people, it has become of the corporations, by the corporations, for the corporations.
So we have to create real living democracies, and that means we have to take the power and the responsibility that comes with power. Economy is destroying the planet. The way it's destroying society, it's based on fictitious finance. Look at what's happened to Greece. Look at what's happened to Italy. Look at what's happened to the third world with the structural adjustment programs. These are economies of ecocide and genocide. We can create local living economies. We will have to create local living economies, both for those who anyway have only that as an option, both the excluded of the North and those of the South from whom resources are being taken, as well as the fact that it's in the local living economies that we really live better by using less of the Earth's resources. And third is culture, which in my view is very important today for Paris and Europe. Culture was knowing who you are, your meaning, your values, your practice, what you eat, your language. Today, what is culture? To know who you are not. Samuel Huntington wrote a book called The Clash of Civilizations. And somewhere in it he said, you can only know who you are if you know who you hate. He got it so wrong. You can only know who you are when you know the web of relationships, both in nature and society, of which you are a part. You can only know who you are if you know who you love. So we have to switch from this negative definition of culture to a very positive experience of culture, which is totally related to positive economies and positive democracies. And for that, this culture of hate and fear, and everyone's been referring to the elections over the weekend. Hate and fear will be used as political capital in the near future in Europe, using the events of the 13th, using the refugee crisis. We need to expand our hearts and minds to realize we are one humanity on one planet with lots of diversity, and diversity is not a problem. It is a richness. Merci Vandana. On va voir maintenant un extrait du film Demain qui nous présente Pocheco. Pocheco, c'est l'entreprise d'Emmanuel Druon qui est là tout au bout devant nous. Et Vandana m'a facilité la transition parce qu'elle a parlé de ces économies vivantes et qu'elle a fait référence également à Emmanuel, parce que c'est vrai que c'est un exemple, mais vraiment fascinant, d'entreprise qui arrive à recréer un écosystème, à créer une économie circulaire qui finalement régénère, non seulement redonne ce qu'elle prend à la nature, mais également finalement la régénère aussi. Voilà, donc on va voir tout de suite un extrait de Demain. Le papier qu'on utilise pour fabriquer des enveloppes provient de la forêt. Alors on coupe des arbres, mais les gens avec lesquels on travaille replantent 4 arbres à chaque fois qu'on en coupe un. Fabriquer des enveloppes avec un grammage plus faible, c'est aussi réduire notre consommation de matières premières. Ce sont des containers dans lesquels on récupère les déchets de papier. Et ça ensuite c'est revendu. Donc c'est de la bonne matière première qui va être recyclée. Pendant très longtemps, le mode de conditionnement, c'était de mettre les enveloppes à la main dans des boîtes. Pour remplacer ce système, on les met en bobine. Il y a 38 000 enveloppes sur une bobine. Et du coup, on a réduit d'un tiers notre consommation de boîtes de carton. Et en plus, tu gagnes de la productivité parce que ça va beaucoup plus vite. En 1998, on est passé à des encres totalement à base d'eau et de pigments naturels. Ce qui nous permet aussi maintenant de ne plus utiliser de produits chimiques et toxiques pour nettoyer les machines, mais uniquement avec de l'eau. Dans la machine à laver, c'est de l'eau de pluie et du savon de Marseille. Et cette eau-là, qui est donc souillée mais non toxique, on va l'envoyer dans les bambous. Et c'est le système racinaire des bambous qui active des bactéries, qui décompose la souillure, qui s'en nourrit. La seule biomasse générée, c'est la tige du bambou, qui pousse, qu'on coupe, qu'on sèche et avec laquelle on se chauffe. À Pocheco, on se chauffe avec les bambous, mais aussi avec les déchets de palettes broyées qui vont tous dans la chaudière à bois. Mais cette chaudière ne sert qu'une partie du temps parce que l'essentiel du chauffage
il vient de là. C'est la salle des pompes. Ici, on fait du vide. Alors on récupère la chaleur et c'est avec ça qu'on chauffe l'usine. Toute l'usine ? Toute l'usine. L'objectif est que tout dans l'usine soit productif, y compris la toiture. Qu'elle produise de l'électricité avec les panneaux solaires et bientôt l'éolienne, qu'elle récupère et filtre l'eau de pluie pour tous les besoins de l'usine, sanitaire, arrosage, nettoyage des machines, qu'on puisse y faire du miel avec les ruches et qu'elle isole du bruit avec le toit végétalisé. Ça, c'est quand même... Bye bye. Moi, je trouve ça, enfin, ça fait plusieurs fois que je le vois et à chaque fois, je trouve ça fascinant. J'aimerais bien travailler dans ton entreprise, Emmanuel. Mais c'est vrai qu'à la fois, comment se l'approprier, ce qu'on vient de voir. Et on travaille tous soit en indépendance, soit dans les entreprises qui sont dirigées par d'autres patrons, etc. Mais peut-être qu'il y a quelque chose, un principe qui se dégage dans ta manière de fonctionner et qu'on pourrait nous aussi s'approprier pour le mettre en œuvre lorsqu'on est au travail. Et moi, je me pose toujours la question de ce qui vous fascine tant dans ce qu'on a fait. Parce que ça me semble, ça fait 20 ans en fait qu'on a mis ça en place, et je vous mens pas. En fait, à chaque fois, on se dit mais non, mais c'est une blague. En fait, on est revenu vers ce qui se fait de plus simple. En 97, quand j'ai pris mes responsabilités, c'était pas gagné parce que c'est l'enveloppe. Je vous en montre une parce que c'est un produit en voie de disparition. Qu'il y a des gens ici qui n'en ont jamais vu. C'était déjà un produit en voie de disparition il y a 20 ans, avec à l'époque le fax et aujourd'hui l'Internet. Et donc c'était un marché qui s'écroulait, vraiment, qui était en effondrement. Et en plus, c'était du papier. Or, le papier, de notoriété générale, faire du papier tue la forêt, quoi. Donc on avait cette espèce de dilemme, cette injonction paradoxale qui était... on est dans une région, le Nord-Pas-de-Calais, où il y avait déjà un taux de chômage très élevé, avec... beaucoup de gens qui sont des intouchables dans le fond, issus de la deuxième génération de l'immigration, avec peu de formation, on est des intouchables. Et d'une certaine manière, on avait peu de chances de s'en sortir. Et puis, on a été chercher, en effet, dans la forêt, des gens qui, à chaque fois qu'ils coupent un arbre, en replantent 4. Mais dans le respect de la biodiversité des espèces et par coupe d'éclaircie, c'est-à-dire que c'est une forêt variée, dans laquelle les zones humides sont préservées, dans laquelle la faune, la flore est préservée. Et on a travaillé avec eux et développé cette relation avec eux, puis on s'est inspiré de ce qu'ils avaient mis en place, sans faire grand bruit d'ailleurs. Fabriquer du papier, ça consomme aussi beaucoup d'eau. Et 95% de l'eau qui est utilisée avec ces gens-là est une eau qui est ensuite nettoyée, renvoyée dans l'environnement. Propre, et 5% restant est dans le papier. Et donc, puisque dans les 10 premières années de sa croissance, un arbre consomme le plus de CO2, et que ces arbres sont coupés principalement pour faire en fait de la charpente et un peu de menuiserie, on récupère les copeaux, et ce sont les copeaux qui vont faire la pâte à papier. Avec les branchages, ils font chauffer l'usine. Tout ça, ça se passe en Finlande, à 2000 km d'ici. Et en fait, ils ont déjà un système circulaire. Et ils avaient déjà un système circulaire il y a 20 ans. Et moi, je me suis inspiré de ce que j'ai vu là-bas en me disant, dans le fond, voilà, maintenant j'ai la preuve que de fabriquer des enveloppes n'est pas la contrepartie de mon travail, ça n'est pas le massacre de la forêt et de l'environnement. Et ça, c'est fondamental dans le rapport qu'on établit au travail, parce que dans le fond, quand on a la chance d'avoir un travail, on travaille un tiers de sa vie, plus ou moins, et donc il faut faire gaffe à ce qu'on fait. Et les questions que posaient les gens tout à l'heure dans la salle, c'est qu'est-ce que je peux faire demain, par exemple, hein ? Demain matin, qu'est-ce que je peux décider ? Je peux décider, par exemple, de refuser de recevoir mes factures par Internet. Ça t'arrange, non ?
Il y a une étude du CNRS qui m'arrange en 2010 et qui dit qu'il est 15 à 23 fois plus polluant de recevoir ses factures par Internet. Nous, on nous fait écrire, nos clients nous font écrire sur les enveloppes qu'il faudrait passer à la facture ou au relevé de compte par Internet, ce serait bon pour l'environnement. C'est un mensonge, c'est de la publicité mensongère. C'est simplement parce que ça leur évite de payer le timbre. C'est entre 15 et 23 fois plus polluant pour l'environnement. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez vous battre pour continuer de recevoir vos factures et vos relevés de compte par la poste. Bon, ça c'est dit. Juste sur ce que tu dis là, c'est-à-dire... toi, tu es entrepreneur, effectivement, tu reprends une entreprise qui était à ce moment-là en grave difficulté. Tu vois bien que le produit que tu fabriques est un produit, comme tu dis, en voie de disparition. Qu'est-ce qui fait que pour toi, c'est possible, si tu extrapoles encore au-delà de votre histoire personnelle, pour n'importe quel entrepreneur de s'engager dans cette voie, alors que, a priori, tout est compliqué, trop cher, pas possible La décision qu'on a prise à l'époque, mes prédécesseurs avant moi, et que j'ai maintenue, c'est l'idée que l'argent gagné par l'entreprise est un moyen d'entreprendre et que ce n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que ce qui est impossible à tenir, c'est la notion d'accumulation du fric pour une élite autoproclamée d'actionnaires qui décident que les entreprises, on va les financer pour qu'elles deviennent numéro 1 mondial. Et ma question, c'est une fois qu'on est numéro 1 mondial, après, on va où ? Sur Mars, c'est-à-dire qu'on est rentré dans un système, le capitalisme, si je caricature Schumpeter, la destruction créatrice. Mais tous les scientifiques, tous les activistes nous disent et nous prouvent que les ressources sont épuisées, ressources minières, fossiles, fissibles, halieutiques. Donc il n'y a plus rien à détruire. Il faut arrêter ça. Donc il faut rentrer dans entreprendre sans détruire. Et nous, on s'est inspiré d'un mot de Corinne Lepage, l'économie. On s'est dit, il est probablement plus économique de travailler de façon plus écologique. Et c'est un extrait que vous avez vu tout à l'heure. Par exemple, les encres à base d'eau nous permettent en effet aujourd'hui de nettoyer nos outils avec du savon de Marseille et de l'eau de pluie et de recycler tout ça dans la bambousette phytorémédiation. Je ne vais pas raconter le film, mais pour répondre à ta question, ce qu'on peut faire, ce qui est possible, c'est de revenir à soi. On le sait. On le sent, on le sait intuitivement qu'il y a des produits chimiques, il y a des produits toxiques et que c'est des usines à gaz qu'on construit pour des besoins qu'on n'a pas. Et donc l'idée, moi, elle me vient de la petite enfance, à l'école primaire. Mes parents et mes maîtresses m'ont expliqué que tu pollues pas, tu respectes l'autre, tu respectes l'environnement, il n'y a pas à détruire. On n'est pas dans la destruction. C'est dans les écoles de commerce, dans les années 80, qu'on a appris qu'il fallait accumuler, qu'il fallait devenir des killers, qu'il fallait être des terminators, qu'il fallait passer un costume quand on franchit les portes de l'entreprise. Mais quand on franchit les portes de l'entreprise, on ne perd pas sa citoyenneté, on ne dépose pas son cerveau au vestiaire. Donc l'intelligence du XXIe siècle, pour l'industrie, ça sera l'intelligence de la reconstruction, ça sera l'intelligence de revenir à soi. Et c'est ce qu'on a fait. Et si nous, on l'a fait en vendant nos enveloppes 1 centime l'unité, ce qui rend pas riche, en décidant simplement de sortir du système capitaliste qui veut l'accumulation, la rémunération de quelques personnes au détriment du travail. Parce nous, en France, on est dans un pays soi-disant riche où il y a quand même 8,5 millions de personnes sous le seuil de pauvreté, où 5 640 000 personnes sont au chômage, si je compte les dom-toms. Donc, il est grand temps qu'on change de paradigme. Et si nous, on a pu le faire en vendant ce produit pas cher et en le produisant, on a été chercher, finalement, on est trop pauvre pour acheter de la mauvaise qualité. Donc on a été chercher la meilleure matière première, le meilleur papier, les meilleures encres. On fait travailler les gens les plus intelligents. On a le parc de machines le plus moderne du monde dans notre spécialité. Pour réduire la pénibilité, la dangerosité, pour réduire aussi l'impact de l'activité sur l'environnement et pour gagner de la productivité et donc éventuellement être compétitif. Et notamment parce que vous réinvestissez l'argent. Oui, tout l'argent gagné par l'entreprise, le peu d'argent gagné par l'entreprise est systématiquement réinvesti dans l'entreprise sans discontinuer. On distribue strictement jamais de dividendes. Et les salaires sont de 1 à 4. 1, c'est le SMIC plus 15%, et 4, c'est 4 fois ça. Merci Emmanuel. Alors cette
cette résilience, c'est-à-dire la capacité de ton entreprise à résister un peu au choc extérieur et cette sorte d'autosuffisance où vous produisez vous-même le combustible qui va chauffer l'entreprise, etc. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les villes en transition. Rob Hopkins en est l'initiateur. Après avoir mis en œuvre une idée dans sa petite ville de Totnes, qui est donc cette idée en fait d'aller chercher une forme d'autonomie dans l'alimentation, dans l'énergie, dans l'économie, etc. Et bien, il est arrivé à recréer aussi un écosystème qui est très cohérent et qui résiste lui aussi bien au choc extérieur et qui nous montre un petit peu la voie qu'on pourrait prendre. Aujourd'hui, il y a 1200 villes en transition. Et donc, on va regarder un autre extrait du film Demain qui nous montre un petit peu comment ça se passe sur place à Totnes et ce que c'est que ces villes en transition. Donc on peut mettre l'extrait de Demain, les villes en transition. Well, in Totnes we have a £21 note. Kind of 21. Because you can. Why not? Well, I think the idea is really actually if we want to have a local economy which is more resilient and within which money cycles locally. So you know every time you spend £1 in the local economy with a local business, it circulates more times. So it leads to about £2.50's worth of activity in the local economy. Whereas if you shop in a supermarket, it maybe leads to £1.40's worth of activity. That money just leaves. And what we want money to do in a more resilient economy is to cycle as many times as it can. So this in Totnes is worth £21. In the next town up the road, it's not worth anything. It has no value at all. So they're a really useful tool for building that kind of resilience. So it's not to get rid of sterling, it's a complementary currency. It runs alongside. The beauty of them as well is that they're a real kind of celebration of the place and the culture and the history. So this is from Brixton, this is a Brixton pound. And they have David Bowie on their £10 note, which is so much cooler than the Queen any day of the week for me. And is it legal, like to make a 21 Totnes pound? Well, when we started doing it, we formed this advisory panel of alternative economists, very eminent alternative economists, and we said, are we allowed to do that? Are we allowed to start? And that's one of the very first Totnes pounds. We said, are we allowed to just print them and imagine they're worth £1? And they said, no idea. Do it and see what happens. So well, you're not much of an advisory panel, really, are you? Advisory panel's not really like that. So we did, and we just had a go, and then that inspired other places like Lewis to start the Lewis pound, and then Bristol and Brixton and all these other ones. And actually nobody knew, really. Rob, comme on vient de voir cet extrait qui porte vraiment sur la monnaie, la création de monnaie, est-ce que peut-être tu peux commencer par compléter et montrer, même si on a vu qu'il y a déjà beaucoup de monnaies différentes, mais montrer qu'on peut faire des choses très ambitieuses avec ces monnaies, et que ce ne sont pas simplement quelques pounds ici et là, mais que ça représente aussi des grosses sommes parfois. Et puis ensuite, nous dire, voilà, chacun d'entre nous, comment c'est possible de créer nous aussi la transition autour de nous. Et juste, je complète Rob la question, mais ce que je trouve hyper drôle en fait dans cet extrait, c'est le degré de créativité et de liberté que vous avez pris par rapport à la monnaie, mais qui est quand même quelque chose de fondateur dans votre démarche, de se dire on n'attend pas l'autorisation, on a le droit de faire ce qu'on veut, on n'est pas obligé de suivre les règles. Est-ce que tu peux nous parler de ça aussi? Thank you. I grew up with punk. Punk was a huge inspiration for me. One of the things that I really loved from punk was a drawing which showed you how to play 3 chords. This is E, this is A, this is G. It said, here are 3 chords, now form a band. And I love the permission in that. I love the spirit in that. That's always really run through my approach to everything. So as Vandana said earlier on, we need the creative withdrawal from destructive systems,
That's the kind of inquiry that I've been on for maybe 20 years. What does that actually look like? What does that look like when it starts with us? What are the 3 chords that we can pick up to enable that to happen? And there was one of the questions that I'm looking forward to talking about a little bit later was about children and how we do this stuff with our children. I'm a father, I have 4 sons, and the idea of economic growth for me has always felt a bit like with our children, if our children just grew and grew and grew and grew and grew and carried on growing until they were absolutely enormous, we would feel that something was really deeply wrong with nature. Something had gone horribly, horribly wrong somewhere. Yet with our economy, we just imagine that that's just entirely possible. So I suppose for me, one of the ways for me that I see that change is possible is because I see it happening in so many places. And one of the things that is really important within that is the idea of tipping points. So many of you here may be involved in a project in your school, in your university, in your business, in your community, maybe a gardening project, a food project, an energy project, whatever. And you will have, as some people said when we did the questions, I don't know if this makes any difference. I have no idea if anybody else is listening. But the tipping, you never, ever know where those tipping points are, really. When we started the Totnes Pound, I walked into a building on the high street in my town. And on the wall, there was a framed 1810 banknote issued by the Bank of Totnes. I thought Totnes had its own bank and it issued its own money. How interesting. And we just asked that question as we said there, what would happen if we made some more? And that moment of deciding, let's just do it and see, has a particular kind of spark in that moment. You step across, you take a risk. What do you have to lose? A few people think you're mad, so what? So that was the tipping point. We said, let's have a go. And now here we are, 10 years, no, maybe 7 years after that moment. We have a £21 note in my town. In the city of Bristol, the mayor of Bristol now takes his full salary in Bristol pounds. You can spend them on the buses. You can pay your council tax with them. You can buy train tickets with them. You can pay your energy bills with them. Why have I still got my headphones on? I don't need those on top. And but you can trace that back to that tipping point, that moment of saying, let's just have a go. I went to Berlin 2 or 3 years ago and met a transition group there who in Kreuzberg, in the center of Berlin, in their local park, had planted 28 fruit trees. That's what they said. And when they had planted these trees, it had been a lot of work to get the permission and so on. They planted these trees. Everybody said, oh, they will all get destroyed. They were all fine. A year after they planted the trees, their local council announced a new law to say that all new trees, shrubs, plants in that part of Berlin that they planted would all be edible plants, all edible species. But again, you trace that back to that moment of saying, should we do this? Should we not do this? What do you think? There is, for COP21, we produced this little book called 21 Stories of Transition, and we have some copies outside afterwards. And we gathered stories from 39 transition groups in 15 countries. One of those stories is in Brussels, in a neighborhood in the center of Brussels, where the community planted a food garden in the middle of the street. And the beautiful thing about that story is firstly that they decided to do it. People love it. In a part of the city where you just walked, you put your collar and you walked, people now stop. They have conversations. They laugh. They smile. Children play in the street they never played in the street before. But they can start to see already the other streets around coming and saying, how did you do that? Can we do that too? Will you come and show us how to do it?
And it starts to build. This stuff, it starts to build. And one of the important things is sometimes we imagine, those of us who are activists around climate change, around behavior change, that everybody can take an immediate leap from not being aware, not being active, to being a super activist, amazing, running a community energy company, a community agriculture farm. Doesn't work like that. People need steps. People need to build confidence. Many people have very, very little confidence. We build those steps with projects that start out, you might look at them and think they're quite small projects. Urban food projects, gardening projects, but they're so important because they give people the confidence to take the next step, and then they grow. And one of the things that I see again and again in transition groups, now in 50 countries around the world, is that people grow. They start cautious, they start nervous, they grow, they build, and what we can do as we grow is really astonishing. And this and Daman is a really beautiful film, I think, for capturing that, the journey that people go on, and what we can achieve when we start to build that confidence is really remarkable, really remarkable. Alors me revoilà avec une nouvelle petite salve de partage ou de questions par rapport à ce que vous venez d'entendre, qu'on va prendre maintenant, et ensuite on va rentrer dans une conversation avec les différents intervenants de ce soir. Donc essayez d'être bref, même si je sais que c'est difficile, pour qu'on puisse en prendre quelques-unes. Bonsoir. J'avais une question par rapport à la COP21. Qu'attendez-vous concrètement de la part des politiciens autour de ce grand événement politique, diplomatique? Quelles sont les choses concrètes que vous souhaiteriez entendre de la part des politiciens? Merci. Allez-y, oui. Bon. Moi, je voudrais bien savoir comment, poliment et gentiment, convertir ma famille, parce qu'ils sont pas du tout écolos, et c'est très frustrant tous les jours de les voir tous les déchets et toute la viande, genre 3 fois par jour, c'est beaucoup trop. Et oui, je veux pas les insulter, mais je le fais tout le temps, sans faire exprès. Et ouais, je veux juste savoir comment vous avez réussi à régler ce problème. Ouais, okay. Si vous l'avez réglé. Parce qu'on dit toujours que c'est dans sa famille que c'est le plus compliqué. Je ne sais pas si je peux vraiment traverser par là-bas. Donc on est toujours entre le politique et le personnel, un petit peu. Allez-y. Bonsoir. Alors moi, ce serait comment arriver à 0 déchet, justement, pour protéger les océans. Ah oui, et puis pas que les océans, d'ailleurs. Alors, 0 déchet. Ouais, il y a quelqu'un par là? Allez-y. Merci. Moi, c'était une question sur l'appel à la démocratie tout à l'heure. Et ça ne marche pas. Voilà, on est extrêmement minoritaire. Donc, j'aurais trouvé intéressant un débat entre ce retour à la démocratie et le côté éco-warrior. Voilà, qu'est-ce qui est compatible? Quelle est la voie? Comment on va y arriver? Comment passer de ça marche pas à ça marche? Alors, je fais un petit tour de l'autre côté. On va en prendre aussi 3 ou 4. Allez-y. Oui, merci. C'est une question très concrète parce qu'on s'est déjà réunis au sujet de créer une monnaie locale et à savoir qui imprime. Voilà, comment ça se reproduit. Un bon imprimeur, quoi. Est-ce que c'est vraiment de la fausse monnaie ou pas? Alors, d'ailleurs, quand les gens voient le film demain, en général, ils disent: tu sais, il y a ce moment avec cet Anglais qui fait le faux monnayeur, qui fait de la fausse monnaie. Et il parle de toi, en fait. Moi, c'était une question pour Emmanuel. Je me demandais comment ça pouvait être viable à long terme, le fait de replanter des arbres, puisque un arbre, ça met longtemps à pousser. Finalement, quand on le coupe, même si on en replante 1, 10 ou 20, il va mettre beaucoup de temps. Et donc, voilà. Savoir à long terme comment c'était viable. Merci beaucoup. Allez, une petite dernière. Allez-y. Bonsoir.
Vous êtes tous des David contre Goliath. Vous êtes motivés par quelque chose de très profond. Néanmoins, j'imagine que vous avez des coups de mou, des moments où vous êtes découragés, notamment quand il y a des nouvelles très mauvaises qui tombent, comme la reprise de la pêche de la baleine ou la catastrophe minière au Brésil ou ce genre de choses. Qu'est-ce qui vous remotive et comment vous réussissez à repartir? Merci. J'aime beaucoup cette question et je suis désolé de t'avoir vous voyez, parce qu'en fait je te connais. Heureusement que je fais des blagues parce que c'est un peu long ces escaliers quand même. Hein. Allez, dernière. Comment faire le lien entre la nature et soi? Déjà, entre l'individu, soi-même, on a du mal à concevoir que l'autre, en le protégeant, je me protège, et en ne faisant pas attention, comment introduire que la nature, elle est dans notre mental de chacun de nous, comme une continuité de nous-mêmes. Parce que je me vois par expérience, lorsque je rencontre quelqu'un et j'arrive pas à le resituer dans ma mémoire, dès que je me souviens du lieu et du temps, comme si notre être, dans sa continuité, il ne s'arrête pas à l'extrémité de ses membres. Et on est complètement perdu. Et dès que je retrouve le lieu, le lieu et le temps, ma mémoire le retrouve et je me retrouve. Comment faire ce travail-là? Merci beaucoup. Alors, voilà. C'est une question difficile. Alors, qui voudrait commencer? L'idée est d'avoir une... Alors, Emmanuel va commencer. L'idée est d'avoir une conversation sur tous ces sujets-là. On voit bien que cette conversation implique beaucoup de sujets, qu'elle implique notre relation aux autres, qu'elle implique notre relation à notre famille, qu'elle implique notre façon de nous impliquer dans la politique, qu'elle implique le fait qu'on a des moments de découragement. Donc, par rapport à tout ce que vous avez entendu, Lionel a noté un petit peu, et donc il nous rappellera aussi si on est vraiment complètement à côté des questions. Mais voilà, je vous propose de réagir de façon libre et qu'on entame cette discussion qui va durer à peu près 40 minutes. Donc moi, je n'ai pas de réponse à tout. Je me suis forgé des convictions et j'ai beaucoup travaillé avec mes 122 collègues sur deux aspects qui ont été évoqués. Il y a la question des arbres et la question du zéro déchet. Et le zéro déchet, et comment c'est reproductible par les individus. Le zéro déchet, nous, on l'a obtenu chez nous. C'est pas qu'on ne fait pas du déchet, c'est que tout ce qui devient déchet est en fait une ressource de nouveau. Parce qu'on a travaillé depuis 20 ans, avec notamment maintenant des outils qui sont les analyses du cycle de vie, pour remonter sur la recette d'origine du produit qu'on utilise, pour en extraire, en retirer définitivement toute toxicité. De sorte que toutes les matières qu'on utilise sont tellement dénuées de toxiques que même quand elles sont un déchet, elles redeviennent utilisable comme une ressource. Et donc, il y a plein d'objets dont on n'a pas besoin, il y a plein de produits dont on n'a pas besoin, mais quand on en a vraiment besoin, il faut se mettre au travail pour faire que, par notamment l'analyse du cycle de vie, on aille voir comment le produit, dans la fin de sa vie, sera réutilisé. Et donc, chez nous, chez Pocheco, il y a 0% de déchets, c'est-à-dire qu'on n'enfouit rien, on réutilise. Et ça rejoint aussi la question sur la forêt. C'est que, à partir du moment où vous travaillez sur une matière d'origine naturelle et que vous ne la transformez pas, par exemple, quand on a reconstruit le bâtiment après l'incendie, on a choisi de couvrir ce bâtiment on a choisi du mélèze qui vient du Massif central et des Hautes-Alpes. Et donc ce mélèze, on l'a choisi parce que c'est un bois imputrescible et qui est très peu sensible aux attaques. Donc j'ai pas eu besoin de bêtes. Et j'ai pas eu besoin de mettre des produits dessus, et donc avec des composés organiques volatiles et tout ça. Les seuls composés organiques volatiles qui s'échappent du mélèze, ils sont naturels, c'est avec la résine et ça s'en va. Donc la forêt qui est replantée, si j'ai compris la question, c'est en fait... le fait que la forêt soit entretenue, à condition que ce soit fait dans le respect de la biodiversité des espèces, le fait de replanter 300 000 arbres par an par notre activité et d'en couper 60 000, ça participe au cycle de la forêt, à condition que ce ne soit pas des eucalyptus qui viennent remplacer une forêt primaire.
Et en Finlande, 95% du territoire est couvert par la forêt et toute notre ressource vient de là-bas. Donc en réalité, on contribue au développement de la forêt en surface en Europe, qui d'ailleurs se développe. Et dans ces conditions-là, c'est favorable. Ce que je comprenais aussi de la question, c'est est-ce que ça va assez vite ? C'est-à-dire qu'on coupe des arbres et il faut le temps qu'ils repoussent. Et donc si on coupe trop d'arbres et si on est dans un prélèvement trop important de la ressource, peut-être que ce qu'on plante n'a pas le temps de repousser. Non. Comme on fait 4 plantations pour une coupe, ce sont des coupes d'éclaircies, c'est-à-dire qu'il y a des arbres qui restent en place et c'est autour qu'on va éclaircir, c'est-à-dire que c'est des arbres qui, de toute façon, n'auraient pas poussé, en Finlande en tout cas, c'est pas une forêt vierge, donc ça n'aurait pas poussé d'une manière... il serait resté petit, si tu veux. Et donc on les coupe et on fait une coupe d'éclaircies et on laisse quelques sujets qui deviennent plus grands. Et le fait de replanter 4 quand on coupe 1, ça fait que la forêt s'étend en surface et qu'elle se renouvelle. On a dit après la grande tempête qui avait réduit la forêt du château de Versailles à néant que c'était à la fois dramatique et en même temps le cycle naturel, c'est-à-dire qu'on a replanté derrière et donc c'est une forêt plus jeune, rénovée, enfin renouvelée, qui repousse. Donc non, il n'y a pas de sujet négatif. Par contre, dans l'ordinateur ou dans le téléphone portable, les ressources minières, les ressources fossiles, les ressources fissibles, tout ce qui est ressources qui est en dessous de la Terre, dans la lithosphère ou en dessous de la lithosphère, doit impérativement y rester. C'est ce que tu dis dans le film, c'est ce que disent les scientifiques, c'est parfaitement clair. Donc, utiliser des ressources naturelles qui soient renouvelables à l'échelle du temps humain, et à condition de ne pas le faire n'importe comment, on peut continuer d'envisager de participer à ce cycle naturel-là. Paul, quand tu as des mauvaises nouvelles, ce qu'une des personnes dans le public a appelé des mauvaises nouvelles, c'est-à-dire on parlait peut-être de la reprise de la chasse à la baleine à des moments, etc. Puisqu'il y a des victoires, mais il y a aussi des défaites, comment est-ce que tu tiens le coup ? Comment est-ce que tu te remets en selle chaque jour et comment est-ce que tu fais en sorte de continuer à garder de l'énergie ? When it comes to the issue of overwhelming odds and tackling seemingly impossible problems, many years ago I learned a lesson. I served as a medic with the American Indian movement during the occupation of Wounded Knee in South Dakota. And we were surrounded by 2,000 U.S. federal troops, and there was only a few hundred Indian people that were, holding the ground. And I said to Russell Means, or I asked him, he was in charge, the leader there, I said, we don't have a chance of winning. We're completely surrounded by all these people with guns and everything. So why are we here? And he said, we don't do what we do because we're going to focus on winning or losing. And we're not concerned about the odds against us. We do what we do because it's the only thing we can do. It's the right thing to do, and that's what we focus on. And what I found over the years is that it's remarkable how many times you can go into those situations with that kind of an attitude, knowing that the odds are overwhelming, and you actually win because you've had the audacity to challenge what they thought you couldn't challenge. I believe that the solution to impossible problems is simply in finding impossible solutions. And I think impossible solutions are simply solutions we haven't imagined or conceived of yet. An example, in 1972, the very idea that Nelson Mandela would become president of South Africa was unthinkable. It was impossible, and yet it happened. So I think that we can find solutions to these issues that confront us right now, as overwhelming as they might be, because it's really only through the harnessing of imagination, passion, through courage, that anything has ever been achieved, and it's the only way we will ever achieve anything. Rob, je voyais que tu applaudissais, que tu acquiesçais à ce que disait Paul, et ça me rappelle une conversation qu'on a eue à propos justement de la COP21 et de la manière dont les transitionneurs, les membres de votre réseau, qui tous les jours œuvrent pour la transition dans leur périmètre, leur quartier, leur ville, etc.,
quel est leur ressenti par rapport à la COP21 ? Quel est le tien ? Comment réagissent-ils si jamais cette COP21 n'aboutit sur rien, ou bien si c'est un succès? Est-ce que ça change vraiment quelque chose? Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Well, I've been here in Paris since Saturday, and I go home tomorrow. And I spent some time out at Le Bourget in the climate talks. I also went to the Grand Palais yesterday for the COP21 Solutions event. Don't go, there are no solutions there at all. I don't know if you have a Trades Descriptions Act in France, but if you do, you should prosecute them under that legislation. My sense with COP21 is, ideally what we would like from COP21 is a binding agreement that is a 1.5 degree agreement, which is legally binding and is reviewed every 5 years. We don't know yet whether we will get such a thing. I think it's relatively unlikely. But for me, the point is, if they decide that, if they don't decide that, does that change the fact that every day of my life I dedicate to this work of transition? It makes no difference whatsoever. Absolutely no difference. Because this is the work that needs to be done now. And people who are doing transition in so many places, and all the other great work that's happening, that everybody is doing to make this world a better place, carries on regardless. Because as you say, it's the right thing to do. It's the only thing to do at this time. And seeing what was presented at Grand Palais as solutions, the solutions are here. You have the solutions, and you have the power to make those things happen. And we can sometimes all too easily give away our power as to whether things will happen to the agreement that they sign. The thing that struck me most was about 3 days into COP21, in the Daily Telegraph, one of the most right-wing, conservative newspapers in Britain, they wrote an article and they said, whatever they decide at COP21, a low-carbon economy is now inevitable. A new industrial revolution based around low-carbon technology is inevitable. For years, I've been involved in the environmental movement since I was 14. And we've always said, what would the tipping point look like? I think the tipping point is behind us now. And that's something that we really should celebrate, because that's the result of work, so many people's work for so many years. Our work now is to design what comes next, is to put in place the systems and start to create that, really. And can I do that? Paul voudrait rajouter Rob et Paul après. Okay, I just wanted to answer the question about families as well, if I may, and the one about children. So as I said, I'm a father. My youngest is 13, and my eldest now is 22. And my experience is that the worst thing to do is to be constantly telling our children about climate change. It's the worst thing we could do. As parents, I think it's so important to let our children be children. Yeah, we can present them with all of this stuff. It's too much. For me, as a parent, what I've always tried to do is that my children grow up in a house where food is grown. They grow up in a house where meals are cooked every day with fresh food. They are in a house where people are respectful to each other, where people speak kindly to each other. They grow up in a house where people tell each other that they love each other on a regular basis, where we work with each other and help each other. That's the most important thing we can do. And in terms of if we have members of our family who think that we're mad because we believe in climate change, or because we recycle, or because we grow herbs in the window box in our apartment, it doesn't matter. I remember when I was 14, I became we talked about vegetarian. I became vegetarian when I was 14 and have been vegetarian ever since. And the first year I became vegetarian, I did the classic thing of going around saying to everybody, oh, well, to my family, well, you know where your sausage came from, and
Oh, do you know how many pigs it killed every year? It didn't make them vegetarian. It just pissed them all off. You know, so actually, our family are our family. The most important thing we can do with our family is love our family, be part of our family. If you live by your example, and they can see that you're happy, and they can see that you're doing well, that's how you reach your family. But actually, when you start to live like that, you will touch and inspire people far beyond your family as well. So living with a good heart, practicing with a good heart, working hard for this, that feels like the best thing. But with our children, we need to love them and let them be children and nurture them, I think. The most positive thing about COP21 has already happened, and that is that it's focused worldwide attention on the issue, and it has given credibility to the issue that 169 countries have come together to talk about it, and that's what they're talking about this week. So I think that is what we can really expect from COP21 as a positive result. Will they come to any agreement? You know, when have they ever come to any agreement on anything? You know, I attended the Rio conference on the environment in '92. I attended the conference on the environment in Stockholm in '72. Nothing happened then, and I don't expect anything to happen here because politicians don't change things. You know, they just play games, you know, and have photo opportunities and things like that. But you know, change comes from us, and that's where the change is in fact happening. And just to give you an example of how this works, back in the early part of the 20th century, women stood up in the United States and other places, but in the United States, they stood up to get the vote. They were beaten, they were jailed, they were persecuted, they were humiliated, and the person who was actually in the forefront in opposition was President Woodrow Wilson. He was the man who was totally opposed to them getting the vote. But they won. Despite the government, they won. And who signed the bill, the amendment? Who signed the amendment giving them the right to vote? President Woodrow Wilson. Today, history knows President Woodrow Wilson is the man who gave women the right to vote in the United States. The very man who opposed them. And we have forgotten the warriors, those women warriors who made it possible, who achieved the impossible. They did it. And what do the politicians just take credit for it after the fact? But they are the real warriors, and they won. They won against impossible odds. Lamia, qu'est-ce que toi qui es certainement peut-être avec moi, la plus jeune sur ce plateau, qu'est-ce que tu fais quand tu as un coup de mou? Qu'est-ce qui fait que tu te lèves chaque jour pour faire ce que tu fais? Est-ce que tu te sens parfois désespéré de voir que les choses n'avancent pas aussi vite qu'elles pourraient? Est-ce que, de la même façon, tu te sens relié à la politique et au fait qu'il faudrait contraindre des responsables politiques à prendre des décisions? Ou est-ce que, comme ce qu'on vient d'entendre, tu as l'impression que le changement vient essentiellement de nous et qu'il est culturel et que les politiques, finalement, suivront le mouvement si nous, on encourage ce mouvement? Alors, je ne vais pas forcément répondre dans l'ordre. Et puis en plus, je voulais réagir aussi à la question sur la famille, parce que ça me parle beaucoup. Mais pour commencer sur les politiques, un homme politique, c'est quelqu'un qui a une ambition politique, électoraliste, et les échéances électorales, elles sont à très court terme. Or, nous, on est dans une logique à long terme, des enjeux à long terme, et donc ce qu'on demande à des gens qui ont des ambitions personnelles politiques, c'est de prendre des risques et des décisions qui ne vont pas forcément servir leur intérêt personnel, pour des avantages, des intérêts dont ils ne bénéficieront pas eux-mêmes. Eux, leur objectif, c'est de se faire réélire aux prochaines élections. S'ils prennent des décisions coercitives qui sont impopulaires, ils perdent les votes. Or, c'est quand même leur priorité absolue pour l'immense majorité d'entre eux. Donc, si on veut qu'ils prennent ces décisions, c'est parce que dans leur esprit de politiciens, ça sert leur intérêt et leur carrière politique. Et donc, il y a une très bonne phrase de Coluche, je crois, qui disait « Le jour où les arbres voteront, nous aurons des politiques écolos ».
Et on peut dire la même chose pour les poissons. Donc c'est vraiment de nous que ça viendra, évidemment. Évidemment, en fait, c'est nous qui dirigeons, puisque c'est nous qui, enfin sur le papier en tout cas, qui plaçons les dirigeants. Donc voilà, pour ça. Sur la question de la famille, c'est vrai que souvent c'est compliqué. Moi, je viens d'une famille qui n'est pas du tout sensibilisée à ces questions-là. J'ai grandi avec des gens qui ne l'étaient pas non plus, en banlieue parisienne, complètement déconnectés de la mer et même des animaux. Et enfin, dans la cour au collège ou au lycée, j'étais la Brigitte Bardot de service et enfin tout le temps, jusqu'à ce que j'embarque sur les bateaux de Sea Shepherd, où pour la première fois, j'ai rencontré des gens qui étaient encore plus radicaux que moi. Et ça m'a fait du bien. Mais j'avais tendance à être extrêmement agressive dans la défense de mes convictions. Et c'était assez contre-productif. Ça, je m'en suis rendu compte avec le temps. Et je pense qu'effectivement, quand on est nouvellement écolo, ou nouvellement végétarien, ou qu'on vient d'acquérir, qu'on a une prise de conscience, que c'est un peu comme un choc électrique, on a tendance à être au taquet et à ne pas supporter qu'en face, surtout les gens qu'on aime et les gens qui nous sont proches, ne le comprennent pas. Et donc, on a tendance à être agressif là-dessus. Aujourd'hui, je le suis beaucoup moins et je pense être finalement plus efficace parce que je ne fais pas une obsession du fait de convaincre l'autre. Moi, je suis convaincue, j'ai mes arguments, j'ai eu le temps de les réfléchir. Je sais pourquoi je suis devenue végétarienne. J'avais fait plusieurs tentatives parce que j'avais vu des... J'ai des tentatives parce que vraiment j'ai fait des rechutes. Pour moi, la viande, c'est une addiction. C'est comme une drogue. Hein. On aime le goût, on y est habitué depuis tout petit. J'avais beau aimer les animaux, je me sentais accro à ce truc-là. Et en voyant des images d'abattoirs, j'avais fait quelques semaines, j'avais réussi à tenir quelques mois sans en manger. Puis avec les amis, les barbecues, j'avais rechuté. Ouais. Et puis la mémoire est sélective aussi. On a tendance à vouloir se protéger. Donc, et comme tout est fait pour que finalement vous soyez complètement déconnecté, quand on vous ramène un steak dans votre assiette, il n'y a pas plus d'émotion ou de sensibilité ou de respect que si c'est une feuille de salade. C'est exactement la même chose. La viande sous cellophane, ça n'a jamais été un être vivant. C'est difficile de faire le lien. Et donc voilà, donc j'avais oublié tout ça, et c'est en écoutant une conférence du docteur Tom Reagan, c'est un docteur américain, qui avait juste exposé certains arguments et qui nous obligeait en fait à nous poser des questions, que je m'étais posé les questions et que les réponses m'avaient... en fait, ça avait été une énorme claque dans la figure où je m'étais sentie d'un seul coup extrêmement hypocrite. Comment, sachant tout ça, comment ayant fait ce raisonnement-là, je peux continuer à manger de la viande tout en prétendant aimer les animaux. Je sais ce qu'ils endurent. Je sais que la plupart de la viande qu'on mange, c'est des animaux pour qui le jour de la mise à mort a été la libération après des années d'agonie. Donc je me suis dit à ce moment-là, voilà, tu es hypocrite, en fait, tu n'es pas la personne que toi-même que tu crois être. Et ça a été insupportable pour moi. Donc je me dis, soit j'arrête de manger de la viande, et très bien, ça va. Soit je continue à manger de la viande et dans ce cas-là, je la ferme et j'arrête enfin, voilà, je suis quelqu'un d'autre en fait. Donc à partir de là, par contre, il y a eu un vrai déclic. Et je parle de ça parce que quand j'ai rencontré certains militants qui étaient plus radicaux que moi, ils ont été extrêmement agressifs vis-à-vis de moi justement parce que je mangeais de la viande. Et c'est vrai que c'est hyper contre-productif. Et j'ai été pendant un certain temps dans la peau de l'omnivore qui se fait agresser par des végétariens parce qu'elle mange des animaux. Aujourd'hui, je suis plus souvent dans la peau de la végétarienne qui se fait agresser par des omnivores parce qu'il y a des omnivores qui le vivent très mal en fait quand ils côtoient des végétariens. Parce que je pense que ça renvoie aussi à une certaine culpabilité. Aujourd'hui, la viande qu'on mange, on sait quand même d'où elle vient. Même si on a envie de l'oublier, on le sait. Donc ça renvoie à beaucoup de culpabilité, je pense. Et du coup, ça donne des gens qui sont un peu agressifs, un peu sur la défensive. Donc ça, c'est du côté végétarien et du côté omnivore. On peut retrouver ce travers-là des deux côtés. Et
pour ce qui est de la question justement d'avancer et d'essayer d'ouvrir les consciences et d'échanger de manière productive, pour moi, les missions qu'on a fait avec Sea Shepherd aux îles Féroé, elles ont été extrêmement instructives là-dessus. Et je pense que j'aurais pas été aussi efficace là-bas si j'y avais été à l'époque où j'étais encore très agressive, parce que là-bas, j'ai eu affaire à des gens qui massacrent des dauphins. Donc c'est le plus grand massacre de mammifères marins en Europe, qui massacrent des dauphins donc par tradition, des familles entières, bon, dans des conditions atroces. Et c'est une campagne qui me tient extrêmement à cœur, sur laquelle j'ai fait pas mal de cauchemars quand j'avais commencé à travailler dessus en 2010. Et les dernières missions que j'ai faites là-bas, j'ai pu échanger avec des centaines d'entre eux et vraiment argumenter de façon constructive, parce que j'ai essayé de laisser tomber l'agressivité pour qu'eux ne soient pas sur la défensive et qu'on puisse débattre du fond. Parce que la plupart du temps, en fait, quand ils se sentent agressés, donc on les traite de psychopathes, ce qu'ils ont tendance à faire, c'est nous renvoyer à nous ce qu'on peut faire en Europe avec l'industrie de l'élevage, la façon dont on traite les animaux. Tout de suite, ils nous renvoyaient le foie gras à la figure. Donc moi, je leur disais que de toute façon, j'étais contre le foie gras et que s'ils voulaient venir lutter contre le foie gras en France, ils étaient les bienvenus. Mais voilà, en fait, on n'allait jamais vraiment dans le cœur du débat, parce que comme ils se sentaient agressés, ils se contentaient de nous renvoyer des arguments. Évidemment, l'industrie de la viande en Europe, elle est catastrophique. Mais c'était pas le sujet. Sea Shepherd, c'est une ONG de défense de l'océan, et nous, on parlait de mammifères marins qui sont massacrés par tradition. Et donc, à chaque fois, on tournait autour du pot. Et je me suis rendu compte qu'en fait, sans les agresser, mais en essayant de comprendre, en disant « Ok, très bien, depuis tout petit, depuis bébé, on vous dit que c'est normal. » Sur les plages, quand ils massacrent les dauphins, les gamins sont là et ils voient ça vraiment depuis tout petit. C'est comme si nous, on faisait des sorties scolaires dans les abattoirs. Et on leur dit que s'ils sont vivants aujourd'hui, c'est parce que les générations qui les ont précédés ont pu manger les dauphins, etc., etc. Et que ça fait partie intégrante de leur culture. Donc c'est difficile, en fait, quand on aime à ce point les dauphins, quand on cauchemarde en pensant au fait qu'ils meurent dans ces conditions-là, de discuter de manière sereine pour vraiment aller au fond du sujet. Et ça, ce truc-là, je l'ai retrouvé dans certains de mes débats avec des omnivores sur le sujet de la consommation de viande. Parce qu'en fait, le point commun, c'est qu'on a tous des justifications. Donc eux avaient des justifications qui ne tenaient pas du tout la route, mais pas plus que ne tient la route des omnivores qui mangent de la viande tous les jours, sachant qu'elle vient de l'industrie. Et donc voilà, je me suis rendu compte que j'ai réussi à établir un vrai échange avec bon nombre d'entre eux, parce qu'ils ont arrêté d'être sur la défensive et ils ont commencé à vraiment se poser des questions, parce que je ne les jugeais pas. Et j'ai eu énormément d'aide de la part de Féringiens, y compris de Féringiens qui tuaient des dauphins, qui m'ont en fait aidé à en sauver. Parce qu'ils ont été capables de vraiment réfléchir sur le bien fondé de continuer à faire ça, parce qu'ils ne se sentaient plus agressés. Mais ça, on y arrive, enfin moi en tout cas j'y arrivais aussi, parce qu'en parallèle, j'avais une petite flotte de bateaux qui sortaient les dauphins des baies, et je savais qu'on arrivait à les sauver dans le même temps. C'est vrai que c'est difficile de parler de manière sereine quand on sait qu'à côté ils sont en train de... Et ça, c'est le pouvoir de l'action aussi. Quand on est actif, quand on agit, on est plus serein et du coup plus réfléchi, et on arrive à débattre de manière plus productive. Et quand on est très engagé comme nous, on est souvent confronté au cynisme des gens qui le sont moins ou qui sont moins sensibles. Et ça m'amène pour finir, pour répondre à la question sur les baleines. C'est arrivé qu'on nous dise finalement de manière très cynique, ok, très bien, bon, si les baleines meurent, c'est triste, mais au final, qu'est-ce que ça va changer à ma vie ? Alors déjà, d'une part, je pense que si on ne se rend pas compte que ça va changer quelque chose, déjà sans connaître le rôle fonctionnel, écologique, essentiel, vital des baleines dans l'océan et le lien entre la vie de l'océan, la survie de l'océan et la nôtre, sans connaître tout ça, déjà d'un point de vue vivant, onirique, c'est ne pas percevoir à quel point des animaux charismatiques comme les baleines peuvent enchanter le monde, c'est qu'on est déjà un petit peu, je pense, un petit peu mort à l'intérieur.
Enfin, c'est aussi pour ça que sauver les baleines, c'est tellement essentiel. Parce que si on n'arrive pas à sauver des animaux qui sont aussi charismatiques que les baleines, ça va être très compliqué de sauver les requins, qui ont une réputation de mangeurs d'hommes, sauver les thons, qui sont des animaux magnifiques, mais dont tout le monde se fout éperdument, ou de sauver les concombres de mer. Donc vraiment, sauver les baleines, c'est le point de départ indispensable. Et aujourd'hui, en 2015, elles continuent à se faire harponner au harpon explosif. Et la flotte baleinière japonaise, effectivement, a mis le cap vers le sanctuaire baleinier antarctique il y a quelques jours pour aller tuer son quota auto-attribué de 333 baleines dans un sanctuaire baleinier en violation d'un moratoire international sur le commerce de viande de baleine, sans qu'aucun pays n'estime justifié d'envoyer le moindre bateau, parce qu'il suffira que la France envoie un bateau de la marine, par exemple, ou l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, pour que ça s'arrête. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça, nous ? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça ? Déjà, réussir à faire passer le message à ceux qui décident en haut, que pour nous, c'est important. Que nous, nos impôts, on serait bien contents qu'ils servent à défendre les baleines, nous, on a envie que nos enfants y voient des baleines et que notre destin est lié à ça. Vous avez des outils à ça, auxquels on peut participer, nous ? Je ne sais pas si c'est des outils de pétition, de mobilisation ou de... Ça peut être une idée, éventuellement, de faire une pétition pour que la France envoie un bateau de la marine pour protéger le sanctuaire. Ça peut être une idée. Le problème, c'est qu'on va être confronté à des intérêts économiques qui sont colossaux, parce que le Japon, c'est la 3e puissance économique mondiale, et qu'à moins qu'on ait une pétition de plusieurs millions de signatures, elle ne fera pas le poids face aux accords économiques qui existent entre la France et le Japon. Et ça ne vient pas de la marine, parce que nous, on a fait une conférence récemment avec l'état-major de la marine, qui lui-même le dit, la France est le 2e territoire maritime au monde, après les États-Unis. Donc c'est 11 millions de kilomètres carrés, et on vient d'acquérir 550 000 kilomètres carrés supplémentaires, donc c'est la superficie de la métropole. C'est énorme en termes de responsabilité en point de vue biodiversité marine. Normalement, on devrait être à l'avant-garde de la défense de l'océan. C'est incroyable la responsabilité qu'on a. Et pourtant, on est très très loin d'être à la mesure des enjeux. Et ça devrait être une priorité de notre marine, mais vraiment. Et ce n'est pas le cas, mais à la décharge de la marine est au service et aux ordres du politique. Donc si les ordres ne viennent pas d'en haut, ils ne peuvent rien faire. Donc c'est vrai que c'est à nous, finalement, de faire passer le message aux politiques qui sont là-haut, qui ne sont pas propriétaires ni dépositaires de la marine, de nos moyens et encore moins des océans. À nous de leur faire passer le message, qu'ils se bougent le cul et qu'ils fassent de ça leur priorité parce que c'est la nôtre. Merci, Amélie. Voilà. Emmanuel, tu voulais ajouter juste quelque chose par rapport à... Oui, par rapport à ce que tu dis, je crois qu'on est confrontés les uns et les autres ici, et vous probablement aussi très régulièrement, à ce qui est conventionnel, à ce qui est... donc par exemple, le consumérisme est quelque chose qui est maintenant, qui est insidieux, qui est pernicieux, qui est rentré depuis une trentaine d'années, pas beaucoup plus, mais qui est rentré petit à petit comme ça dans nos habitudes. Et donc, il faut qu'on arrive à se questionner. Et là, les coups de blues, quand ils surviennent, quand on va à contre-courant, moi, je ne me souviens pas d'avoir jamais été dans le courant. Donc, je n'ai pas de difficulté à être à contre-courant. C'est plutôt le contraire. C'est en fait, je ne me rends pas compte que je suis vraiment jamais d'accord, quoi. Donc, forcément, ça simplifie beaucoup les choses. Mais il y a quand même des coups de blues. Et là, moi, c'est les collègues, en fait. Avec les collègues, il y a des fois, effectivement, on se prend une difficulté. Parce qu'on reçoit pas mal de monde chez Pocheco, et quelquefois, il y a des clubs d'entrepreneurs qui viennent nous voir. Bon, c'est dur, hein. Ils sont pas faciles, tu veux dire. Non, ils sont pas faciles, parce que... Ils sont vraiment dans des raisonnements et on a l'impression que c'est ça qui est juste et que rien ne bougera jamais et que jamais la question ne se pose vraiment sur comment est-ce qu'on pourrait faire autrement. Et donc tu as la catégorie de ceux qui freinent, une espèce de, tu vois, comment dire, d'inertie extrêmement, dont tu te dis mais elle est incontournable. Et puis alors tu as carrément ceux qui, au contraire, revendiquent carrément... que c'est pas un problème, que le sujet de
la destruction créatrice. Dans le fond, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est ce que disait Margaret Thatcher dans les années 80. Il n'y a pas d'alternative. Mais moi, je crois que si. Je crois qu'il y a des alternatives. Et ce qui se passe, c'est que ça vient de rencontres comme celle-là. Je voulais te remercier. Je voulais remercier Lionel. Je voulais vous remercier, vous aussi, qui venez de plus loin. Et je voulais vous remercier là. Et je voulais remercier aussi Jean-Paul Capitani et Françoise Nissen d'Actes Sud. Et Actes Sud et La Villette qui sont vraiment... Parce que c'est hyper gentil de nous remercier tous les deux, mais en fait, c'est réellement Actes Sud et la Villette qui vous ont invité, qui ont organisé cette soirée. Je pense qu'on peut les remercier chaleureusement. Françoise et Jean-Paul, que je connais mieux que La Villette. Françoise et Jean-Paul, ils font un travail énorme, précisément de résistance au quotidien. Et donc, pour terminer, moi j'aurais envie de vous dire ce que vous savez déjà, lisez des livres. Juste pour terminer, toi tu voulais dire quelque chose, Rome, là? Yeah, if I could. Sure. There were just two questions that I wanted to come back on quickly that we didn't come to. So one of them was about the money and how do you print the money? And it is entirely a coincidence that myself and my friend here who runs a printing business are sitting on the same stage. One of the key things that determines the success of schemes like this is that the money feels like money. Yeah, so if you look at the ones that we have here, they are all printed on the same paper as banknotes, and they have as many security features as conventional money has, because these schemes only work because people trust them and because it feels like money. And so actually to spend the time to produce something really, really beautiful, it's a really lovely project for a designer to be asked to design the currency for the place where he lives or she lives. Who do you put on it? What stories do you choose to tell? How do you choose to celebrate the history of the town? This is on the Bristol Pound. They commemorate an event that isn't really commemorated anywhere else in the city's history, which is when the Bristol Bus Company announced that it wouldn't employ any black people in the 1960s. And so all the black and non-white people in the city boycotted the buses for 3 or 4 years until the company caved in and changed its policy. That's the story that they celebrate on their note. Where you live, what stories would you celebrate on your notes? The other question I just wanted to come back to was the one about despair and sadness. And I think one of the things that the transition movement is very, very good on is how we support each other as activists through those times, because we are all human and we all have those moments. And one thing that we really stress in transition is that the being is as important as the doing. That how we do a task is as important as the task itself. That the way that your group works together, the relationships that create a project are as important as that project. So there are a number of things that we've found really useful. So designing into your group that is doing a project, appreciation is really important. In every meeting, making space to say, for people just to be able to say, I really appreciated how you did that. I really appreciated how we worked as a group to do that, is one thing that's really important. Another thing is maybe you might start your meetings with what we call a check-in. So rather than just sitting with an agenda and saying, right, everybody here, item 1, blah, 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 that maybe you start and say, you go round, how are you? You spend just a couple of minutes, how are you? Then you meet as friends who care about each other, rather than meeting as if you were business colleagues. And also celebration. As activists, as people doing things like this, how often do we stop and celebrate? We finish a project and we go straight on to the next one. And we finish that. Oh, and there's no time to celebrate. We go straight on to the next one. We should stop and we should celebrate and we should pat each other on the back and say, fantastic. And we can do that in every meeting that we have.
We can say at the end of the meeting, make some space to say, how was this meeting? Could we make it better next time? So for me, and one last thing I would say is that one of the things that we do in Totnes, which is really wonderful and has really helped to reduce burnout among the activists. I mean, as Cyril will know, having been to Totnes, we are the town in England that has more psychotherapists per square foot than anywhere else in the UK. And so we set them a challenge, and we said, how can you support this process? So when something terrible happens, we give people post-trauma counselling. Well, what does pre-transition counselling look like? So all of us who work in the centre of transition in my town, if we want to, we can get free support, free mentoring, somebody we can go to and talk through the issues that are, the things we're distressed about, why we feel distressed about it. It's wonderful. It makes such a difference. And it may feel like a luxury as activists. We may feel that's a luxury. It's not a luxury. It's an absolute necessity. Because if you are burnt out, if you are exhausted, you are no use to anybody. And you do your family a disservice, you do the people around you a disservice. So actually, as activists, we need to be healthy, we need to be happy, we need to be strong, we need our family to be happy and not exhausted. And that's, paying attention to that is really important if we want to sustain this revolution. Thank you. Ça a été difficile de faire une meilleure conclusion que celle-là. Merci Rob. Vraiment, je pense que ce qui ressort de cette conversation qu'on a eue ce soir, c'est d'abord qu'on n'a pas besoin de demander la permission à quiconque pour agir, chacun chez nous, dans notre entreprise, dans notre manière de nous alimenter, dans notre ville, sur nos territoires. Et ce qui ressort aussi, en fait, c'est qu'on a eu une conversation entre des personnes qui interviennent dans des milieux qui sont complètement différents, les océans, le territoire, la ville, la transition, l'entreprise. Et pour autant, on a tous parlé de la même chose. Et ça, c'est quelque chose vraiment d'important. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre nous qui est peut-être difficile à définir, mais qu'on est arrivé ici à donner, à exprimer. Et c'est aussi ce lien qu'on retrouve dans ton film, Cyril, Demain. Voilà, peut-être qu'on peut en parler un petit peu avant de se quitter. Non, mais il n'y a pas grand-chose à en dire. Il faut aller le voir, parce qu'il est sorti au cinéma mercredi. Et on va vous proposer de regarder juste la bande-annonce. Et ça va être une façon à la fois de se quitter et de faire le lien entre tout ce qu'on s'est dit. Dans quel monde vivront nos enfants dans 40 ans? Léo est né il y a 6 mois, comme des centaines de milliers d'enfants dans le monde. Et jamais la situation écologique n'a été aussi grave. Alors qu'est-ce qu'on va leur dire à nos enfants? Qu'il n'y a aucune solution? C'est ça qu'on va leur dire? Pendant 7 ans, j'ai dirigé une ONG. J'ai essayé par tous les moyens de montrer que nous devons changer nos façons de vivre, sans quoi nous courons à la catastrophe. Mais les gens ne veulent plus qu'on leur dise que les choses vont mal. Tout va déjà trop mal. On s'acharne à répéter, mais ça ne sert à rien. Alors nous avons décidé de tenter quelque chose de nouveau. Gandhi disait « Montrer l'exemple n'est pas la meilleure façon de convaincre, c'est la seule. » Partout sur la planète, des hommes et des femmes inventent un autre monde, qui respecte la nature et les humains. D'autres façons de faire de l'agriculture, de l'économie, d'autres formes d'éducation, de démocratie. Je connais beaucoup d'entre eux, j'ai enquêté sur leurs solutions, j'ai collecté tellement de matière, tellement de choses qui pourraient nous donner envie de faire mieux, d'être plus intelligents. Nous allons prendre la route et nous allons les filmer. Raconter leur histoire, notre histoire, l'histoire de nos enfants, de notre futur. Rien n'est plus puissant qu'une histoire qui nous fasse rire, pleurer, qui nous donne envie de nous retrousser les manches. Pour la première fois, nous allons mettre toutes ces solutions bout à bout et montrer à quoi notre monde pourrait ressembler. Demain.
L'idée de tout ça, et ce qui nous rassemblait, je pense, ce soir, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on est capable de se raconter une nouvelle histoire. Et que cette nouvelle histoire-là, elle n'est pas à la COP21, elle n'est pas chez les gouvernements, que c'est une histoire que chacun d'entre nous peut mettre en pratique et peut avoir l'audace ou la liberté de démarrer dès demain. Je voudrais vraiment beaucoup encore remercier Karima de la Villette, Estelle d'Actes Sud, toutes les personnes qui ont participé à faire que ce moment existe. Vous dire que chacun des intervenants qui est là a au moins un livre ou même plusieurs qui sont à l'extérieur, que vous pouvez acheter, que vous pouvez vous faire dédicacer. Vous dire que vous pouvez aller voir demain au cinéma, que c'est sorti mercredi, que si vous y allez dès demain, dimanche, ça va beaucoup nous aider parce que, comme vous le savez, si on ne fait pas assez d'entrées la première semaine, la deuxième semaine, on a encore moins de copies et la troisième semaine, on a encore moins. Et le message sera accessible à de moins en moins de personnes. Et beaucoup remercier tous les intervenants, peut-être célébrer le fait qu'on a été tous ensemble, comme le proposait Rob tout à l'heure, en s'applaudissant très fort d'être impliqués dans cette transition. Merci infiniment à tous et une super bonne soirée. Merci.